Vous avez sûrement vu la commission avec Mélenchon. Si vous l'avez pas vue, courez la voir, la commission sur l'islamisme. C'est un énorme banger. 1h45 de Mélenchon qui met des fessées comme ça à des macronistes, à des droitards et tout, et qui a pu réaffirmer la doctrine de la France insoumise, et puis aussi répondre face aux accusations d'entrisme islamiste, je ne sais quoi. Si vous l'avez pas vu, que vous avez rien compris, on va quand même vous résumer. Laurent Wauquiez a essayé de mettre la France insoumise dans un traquenard, de faire une commission sur les liens entre l'islamisme et les partis politiques. Évidemment, le but, c'était de dire: «Ah et en fait, la France insoumise a des liens avec l'islamisme». Donc Jean-Luc Mélenchon a été, convié pour répondre à des questions et il y allait un peu, le but, c'était de l'accuser. Et en fait, il a totalement retourné la salle et retourné les accusations et fait un cours d'histoire magistral comme ça, dans un format où quand on pose des questions dans une commission, on peut pas couper la parole des gens. Alors d'habitude, lui, Mélenchon, quand il est à la télé, toutes les 10 secondes, il se fait couper la parole. Là, il a pu vraiment développer des trucs pendant 10-15 minutes. C'était super intéressant. On va regarder un peu les réactions des droitards, notamment sur CNews, mais pas que, à Mélenchon, et vous allez voir à quel point il a été bon, parce que les droitards ont expliqué qu'en fait, voilà, il n'y avait rien à faire, qu'il était au-dessus du lot. Et puis on va aussi essayer de parler un peu plus en profondeur, d'analyser ce qu'il a dit et d'essayer de voir ce qu'il nous raconte sur la doctrine insoumise, 1 an et demi avant les présidentielles 2027. C'est intéressant de voir dans quelle matrice idéologique se place la France insoumise et justement, nous, ce qu'on peut faire par rapport à tout ça. Je reçois Chris aujourd'hui pour parler de tout ça avec moi. Chris, comment ça va? Ça va. J'aime bien le «je reçois», tu sais, qu'aussi j'étais un invité à l'ancienne, c'est rigolo. Et ça s'appelle pas Chris du team, hein? Moi, ce serait très moche en plus comme nom. Pas du team, c'est vraiment définitif, quoi. Non, non, bah, c'est cool, bah, comme tu dis, c'est vraiment un banger et on va pouvoir aller chercher la profondeur et on va essayer vraiment de montrer, voilà, que Mélenchon et c'est pour ça que les autres, ça les met en PLS, les CNews et tout, parce qu'en fait, ils les rares gars qui essayent de faire ça sur leur plateau, c'est des Zemmour ou des Charlotte Dornelas ou des Villiers, et c'est des types qui tiennent pas du tout la mesure sur le plan de ce que c'est l'histoire, parce que on a d'un côté quelqu'un, et nous c'est ce qu'on essaye de faire, qui sait, comment dire, mettre l'histoire au présent. Voilà, l'histoire c'est toujours un fait présent. Voilà, c'est toujours quelque chose qu'on va convoquer pour résoudre des problèmes actuels, alors que les autres, les Villiers, les Zemmour, ne savent que mettre des anecdotes passées, là, des trucs de Trivial Poursuite ou, Des comme je dis, citations, ouais. ouais, des citations, des trucs d'apéricube pour montrer qu'ils ont bien lu la chronologie ou le livre d'histoire. Enfin, c'est vraiment ridicule. Et là, ce que nous, on aime chez Mélenchon, c'est que bah, l'histoire, elle se vit au présent et que convoquer l'histoire, c'est pour résoudre des problèmes actuels et non pas justement pour étaler sa culture. Donc, c'est vraiment puissant. On va peut-être commencer par les réactions. Parce que sinon, on va les Ouais, t'as avoir à la raison. fin. Les réactions, c'est peut-être ce qui est le plus superficiel. Ça nous permet de nous mettre dedans, mais de voir un petit peu la mesure de ce qu'a été cette commission. Et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet, avec notamment Mélenchon qui nous rappelle la doctrine insoumise. Donc, il y a le camarade de la chaîne À Gauche qui a fait un petit montage qui s'appelle Mélenchon, mais tout le monde d'accord, même CNews. Il est trop fort. Et vous allez voir, du coup, après la commission. Alors, il n'a pas mis avant, ça aurait pu être intéressant parce qu'il y a des extraits avant où ils disent avant la commission. En fait, si vous voulez, il avait été invité à venir le mardi et il n'était pas venu. Et donc ils étaient là, oui, il ne veut pas venir parce qu'il ne tiendra pas face à la commission, parce qu'en fait, il a des liens avec les islamistes, c'est trop évident, blabla. En fait, lui, ce qu'il raconte, c'est qu'il n'est pas venu parce que la convocation n'est pas arrivée au bon endroit, je sais pas trop quoi, et puis ça collait pas avec son agenda. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On n'en sait rien. En tout cas, il avait le droit de ne pas venir à cause d'une sorte de vice de procédure. Et donc, du coup, il est venu plutôt le samedi, ce qui lui a peut-être permis aussi de bien préparer cette intervention et donc d'être extrêmement clair. Et donc, avant qu'il arrive, ils étaient tous là, oui, il ne veut pas venir parce qu'il n'est pas sérieux et tout. Et après, il nous raconte ça. Je pense qu'il faut être honnête, il a été meilleur que tous ses contradicteurs. Il faut juste nommer une réalité. Mélenchon est un homme, on peut ne pas apprécier, hein. J'en suis pas un fan absolu, mais on est devant un homme... Ah bon? On peut ne pas apprécier tous les mecs autour de la table, ils sont super. Limite, je pense que 30 à 40% de l'activité de CNews, c'est de tacler Mélenchon, justement. une politique d'une classe à part, qui a une véritable érudition, une véritable culture, qui est capable de faire référence, d'utiliser l'histoire de France, de proposer sa lecture de l'histoire de France pour se situer au temps présent devant des contradicteurs qui n'en étaient pas vraiment et qui ont une culture politique assez limitée de leur côté et qui ne savaient pas comment le critiquer. Ouais, ça me broie. Et en plus de ça, ce qui est drôle, c'est que eux-mêmes se rendent compte s'ils sont si impressionnés, parce qu'en réalité, Mélenchon a été très bon. Mais tu vois, nous qui sommes habitués à lire des grands auteurs et tout, Mélenchon, il a été bon comme plein d'intellectuels, tu vois. Alors lui, ce qui est fort, c'est qu'il fait ça avec une décontraction dans un moment politique qui est compliqué. Donc il a un vrai talent de politicien, en plus d'avoir un talent, tu vois, d'intellectuel. Mais ce qu'il dit, plein d'intellectuels pourraient le lire, tu vois.
Ce qui est fou, c'est que eux, quand ils entendent un type convoquer l'histoire de France, avoir une vision de ce qu'est la dynamique de laïcisation de la France et tout ça, eux, ils ont l'impression de jamais entendre ça parce qu'en fait, ces gens-là ne travaillent pas, ces gens-là ne lisent pas ou lisent des biographies de cons, des biographies de Jordan Bardella et Jacques Chirac, tu vois, et ça mène à rien. C'est des gens qui citent beaucoup des choses, mais en fait, tu sens qu'ils n'ont jamais pris le soin de rentrer dans le texte, tu vois. Tu sais, quand on rentre profondément dans les textes. Mais oui, c'est pas simple. Des gens, tu sais, qui te disent, ouais, le capital, c'est compliqué. Donc, qu'on des phrases toutes faites, qui répètent des choses, des éléments. Mais ça, c'est pas de la pensée. La pensée, comme tu dis, c'est long, c'est compliqué. Faut se faire mal. Mais en fait, c'est là qu'on va chercher quelque chose de rare, en fait. Quand on reste dans la superficialité, on n'est pas capable de penser. Et eux, ils font tout le temps ça. Et à un moment donné, bah, tu as un Mélenchon, quand il va trouver quelque chose qui va l'intéresser profondément, il va aller lire vraiment le livre en entier. Il va pas s'arrêter à l'affiche. Il va essayer d'en faire quelque chose. Toi, nous, on est vachement critique de son truc sur le peuplisme, machin. Mais tu sens qu'il essaye de produire quelque chose. Tu vois, tu sens qu'on a en face quelqu'un qui essaye pas de s'en tenir à ce qui a déjà été dit, à répéter des choses. Nous, on fait la même chose, je pense, quand on fait le graphique, quand on fait... Ouais, ça déstabilise des gens qui sont soi-disant très marxistes et qui disent c'est pas vraiment les classes telles quelles, etc., mais qui répètent des trucs d'il y a 150 ans. D'autres que ça agace parce qu'en fait, c'est un vrai renouveau et qu'ils ont plus l'habitude de se faire bouger par ça. Mais oui, c'est une discipline. Voilà, mais quand on aime cet art-là, quand on aime la discipline de la philosophie, de la pensée, etc., bah ouais, c'est le meilleur moyen de rendre hommage aux grands auteurs, comme tu l'as dit, quoi. Je vais passer pour un bandeur de Mélenchon, encore une fois. Mais moi, je trouve qu'il a une approche presque de travailleur quand il fait de la pensée. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que nous, quand on fait de la philosophie, comme c'est pas notre travail et qu'on le fait vraiment de manière presque utilitaire, tu vois, on essaie d'en faire quelque chose. Moi, dès que je fais de la philosophie, c'est pour résoudre des problèmes. Je fais pas de la philosophie pour l'érudition, je fais pas de la philosophie pour faire... Et encore, il faut le faire, hein. Je veux dire, il y a des grands auteurs qui font ouais, une synthèse, une biographie de tel auteur et tout. C'est important de pouvoir le faire. C'est pas mon job à moi. Ça, c'est presque un job à part entière. C'est de la recherche en philosophie, tout ça. Nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est user d'outils de la pensée, parce que les concepts sont des outils, pour résoudre des problèmes présents. Et ça, j'ai retrouvé ça, moi, principalement chez des gens qui sont des militants politiques et qui sont souvent des travailleurs. Et je trouve que Mélenchon, il a cette approche-là aussi avec la philosophie, une approche qui est utilitaire, mais dans le bon sens du terme, dans le sens où elle est pragmatique. C'est pas juste une approche qui est l'approche bourgeoise, notamment par exemple d'un Zemmour, qui est juste l'érudition, ou d'un Rushdie. Rushdie, il fait de la philosophie, mais il n'en fait rien, tu vois. C'est ah bah tiens, un tel a dit ci, un tel a dit ça. Ouais, ok, si tu veux, mais on s'en fout en fait. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça et à quoi ça va te servir aujourd'hui? C'est ça vraiment qui nous intéresse. Et c'est pour ça qu'avec Chris, des fois, on est plus dur avec les universitaires de sociologie, de philosophie, de littérature qu'avec des universitaires, par exemple, qui font des sciences un peu plus pratiques, des gens qui font des sciences physiques, de la robotique, des gens comme ça, parce qu'en fait, c'est des gens qui ont beaucoup plus à cœur souvent de résoudre des problèmes concrets. C'est-à-dire quelqu'un qui fait de la robotique, souvent on va lui dire bah tiens, on a besoin de tel robot pour résoudre tel problème industriel. Il se pose un problème qui est aussi un problème scientifique, si vous voulez. C'est autant un problème scientifique que quelqu'un qui s'intéresse à la littérature du XVIIe siècle. Mais il y a souvent une approche plus pragmatique qui ressemble beaucoup plus au final à l'approche marxiste qu'une approche un peu contemplative et juste descriptive du monde qui peut être parfois le problème des universitaires. Et je trouve qu'il ne tombe jamais dans cette problématique universitaire, Mélenchon. Et j'ai juste envie de continuer. Ce qui est étonnant, c'est que moi j'ai l'impression que la Boétie, par contre, tombe un peu des fois dans cet universitarisme, Oui. c'est-à-dire d'inviter énormément d'universitaires pour parler de thématiques. C'est bien, mais je trouve déjà que c'est pas forcément l'approche de Mélenchon, alors qu'il est vice-président de la Boétie. Et des fois, on préférerait avoir l'avis, tu sais, quand ils invitent 3 personnes pour parler de l'actualité de la classe ouvrière, on aimerait bien avoir un syndicaliste ouvrier, tu vois, dedans. On aimerait bien avoir quelqu'un qui est vraiment ouvrier aussi. Non pas parce qu'on est sensualiste et que les ouvriers ont raison sur les ouvriers, mais parce que avoir juste des gens qui ont une approche descriptive des choses et qui n'ont pas réellement de vision de l'intérieur des choses, bah, parfois c'est limité. Et on se permettrait d'ailleurs, et ils se permettent pas forcément ça avec les autres luttes. Ils mettraient 5 universitaires hommes pour parler de l'actualité du féminisme, on dirait c'est chelou, tu vois. Et par contre, ils se permettent ça un peu sur l'actualité de la classe ouvrière. Ils te mettent 3 normaliens et t'es là, ouais, c'est super, mais c'est un peu bizarre, quoi. Alors là-bas ici, moi je suis assez d'accord avec ta critique à 90%. Bon, ils essaient quand même, tu sais, de produire des choses, tu sais, ils font des livres aux éditions Oui, oui, oui. Amsterdam, tu vois. Mais effectivement, il y a un rapport effectivement très universitaire. On est très éloigné de l'autonomie du sujet collectif révolutionnaire qui produit sa propre pensée. On est quand même dans des schémas très universitaires, très institutionnels. Après, la lutte se joue aussi à ce niveau-là, hein. C'est intéressant que la Boétie le fasse, mais pour moi, c'est limité. Paradoxalement, je vais même dire le fait qu'ils soient plus sensibles aux structures comme le genre ou la race, ce qui est très bien,
en termes de représentation et en termes de façon de penser les choses. C'est assez cohérent parce que leur sujet collectif, c'est le peuple à eux, tu vois. Et effectivement, quand tu penses le peuple, en fait, c'est ce que nous, on va critiquer. Tu es autant représentant du peuple chez Mélenchon quand tu es universitaire que quand tu es salarié. Alors que nous, on va dire, bah non, quand il y a une division en classe, tu vois, tu n'es pas autant représentant de la même classe quand tu es universitaire que quand tu es salarié, tu vois. Donc, moi, je comprends qu'en fait, ce soit confus parce que c'est le fond de leur pensée, en fait. Ce sujet collectif qui, pour moi, est mal défini, etc. Bon, c'est pas le sujet, à mon avis. Ouais. Je suis désolé de dériver. Non, moi, je trouve ça très bien. Et d'ailleurs, c'était le reproche que des gens ont fait à Mélenchon, à part dire qu'il était brillant, c'est de dire, ah, il part dans des grandes explications. Et donc, en fait, c'est un point commun qu'on a avec lui, de digresser et de donner du sens aux choses. Moi, je vais juste faire un autre truc sur ce que tu disais. Vraiment, là, tu as dit quelque chose de fondamental, et je le répète pour que les gens l'aient bien en tête. La philosophie est une discipline scientifique qui sert à résoudre des problèmes. La pire définition que j'ai jamais entendue de ma vie, c'est Gilles Deleuze, qui est beaucoup représenté quand il dit c'est une production de concepts. C'est vraiment une définition qui montre bien la pensée fétichiste de Gilles Deleuze et de son écart à la place dans le mode de production. C'est vraiment la définition la plus anti-marxiste, mais qui dit bien ce qu'est la pensée de Gilles Deleuze, une pensée bourgeoise fétichiste. Là, je mets une petite balle à Gilles Deleuze, mais pour en parler une autre fois. Mais vraiment, c'est tout sauf de la production de concepts. Non, le concept, en fait, on n'en produit finalement que très peu quand on est philosophe. On lutte dessus, on les refabrique, etc. Et la production de concepts, c'est vraiment l'antithèse de la science philosophique et du marxisme. C'est vraiment ce qu'est la pensée de Gilles Deleuze, tu vois, du pur arbitraire, du pur blabla. Lui qui est heideggerien, on va dire du pur bavardage. Et en fait, c'est de la poésie, quoi. Ce qui n'est pas inintéressant parce que pour Heidegger, le philosophe et le poète sont les deux grands hommes qui peuvent dire le monde. Mais Gilles Deleuze, lui, de son point de vue, est beaucoup plus du côté du poète. Il produit du bruit, du concept, etc., qui n'ont aucun sens, qui ne résolvent aucun problème. Il suffit de lire des catastrophes comme Mille Plateaux ou l'Anti-Oedipe pour le savoir. Donc non, effectivement, le marxisme, c'est tout l'inverse de ça. C'est une pensée qui sert à résoudre des problèmes. Les concepts ne sont que des outils, ce ne sont pas des objets de production. Il n'a pas été tant titillé que ça, Jean-Luc Mélenchon. Pour lui, j'ai l'impression que c'est plutôt une très bonne balade de santé. On apprend ce qu'on savait déjà, c'est qu'il est excellent intellectuellement pour nier l'évidence, qu'il nous a retourné encore une fois. Pour nier l'évidence, j'adore parce que les mecs prennent une PLS, ils ont aucun argument. Ils sont là. On était quand même meilleur que lui, mais il a gagné. C'est le gars, et tu prends 6-0 au foot, tu dis ouais, mais on était quand même meilleur. D'accord, mais t'as pris 6-0. Tu sais bien que sur le papier, t'es meilleur, mais en soi, la réalité, c'est que t'as perdu, tu vois, quand même. Une fois le cerveau, pardon de ces expressions un peu triviales, mais c'est vrai qu'il s'en sort très très bien. Je pense qu'il a une aura politique qui dépasse le cadre de ses propres militants et que vraiment, hein, je pense que, pardon, avec tout le respect que j'ai pour Madame Thévenot, mais je pense que dans une joute et un débat contre Jean-Luc Mélenchon, Madame Thévenot n'a pas les armes. T'as entendu ça? C'est trop drôle. Non, mais... gars, genre, Madame Thévenot, elle est venue pour essayer de se le faire, elle est passée pour une débile et tout. Elle s'est faite déboîter. Mais en plus, tu sais, je sais pas si tu te rappelles de la séquence, elle tente de pré-shot Mélenchon en disant oui, vous allez me faire un cours d'histoire, etc. Elle sait très bien qu'elle part à armes inégales complet. Bah, elle s'en est quand même pris un, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu disais face à Mohamed Ali, ouais, je sais que tu vas danser autour du ring et qu'à la fin tu vas me mettre KO. Bah, c'est pas la peine de l'annoncer, tu vas quand même le subir, tu vois. Non, mais c'était trop drôle parce qu'en plus, tu vois. Moi, ce que j'ai bien aimé, et ça, t'en avais parlé sur Twitter hier, je crois, t'avais mis un extrait avec le compte pas du team de Brian Coquard, pas Brian Coquard, c'est un gars qui fait du vélo, de Benoît Coquard. Benoît Coquard, il explique que ce qui a permis à des gens de classe populaire de voter Mélenchon, ça a été la radicalité, notamment ce débat qu'il avait eu face à Marine Le Pen au moment des élections en 2012, où il l'avait vraiment attaqué. Nous, on prévoit que aujourd'hui, la stratégie pour Mélenchon, ça va être un peu la Jean-Marie Le Pen 2002 à l'envers, c'est-à-dire d'être diabolisé et lui d'être radical. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Et moi, j'ai des gens autour de moi qui sont pas des gens qui sont hyper politisés, qui m'ont dit mais attends, machin Thévenot là, tu sais, ils la connaissent pas trop, ils disent mais elle est super agressive et tout quand elle lui parle, tu vois, enfin elle est vraiment inquisitrice, tu vois. Elle arrive en mode elle est juge, tu vois. Elle est un peu jugée partie et du coup, pour beaucoup de gens, je pense, qui sont des gens qui ont pas forcément un vote, tu vois, déjà prédéfini, ça rapporte presque de la bonne foi à Jean-Luc Mélenchon, tu vois, c'est-à-dire que c'est le mec qui arrive comme ça, seul contre 100 personnes qui veulent le défoncer, qui ont l'air d'être de mauvaise foi, qui ont l'air d'être agressifs, et lui, il est en toute détente, il fait un cours d'histoire, clair, cohérent, il explique qu'il n'y a pas de problème avec l'entrisme islamiste ou je sais pas trop quoi, et je pense qu'il gagne vraiment des points quand il fait ça. Rien que, en fait, son incarnation, si tu veux, et le fait que les gens viennent pour le défoncer, joue vraiment en sa faveur.
Parce que en fait, ils ont l'air détestables. Eux, ils le voient peut-être pas, et les gens autour du plateau de CNews le voient peut-être pas. Ils se disent peut-être que Jean-Luc Mélenchon a gagné simplement par sa verve ou je sais pas trop quoi. Mais rien que le climat d'être seul qu'on se sent, tu sais, t'as toujours envie d'être pour le petit poussé, tu vois. Et je pense que dans les classes populaires, il y a beaucoup de gens aussi qui ont commencé à s'intéresser à l'extrême droite, à Le Pen et tout, aussi pour ça, tu vois, parce que c'était le parti interdit, tu vois. Aujourd'hui, le parti interdit, c'est la France Insoumise et c'est Jean-Luc Mélenchon. Et là, il apparaît comme s'il recevait Le Pen il y a 25 ans pour parler des chambres à gaz ou je sais pas trop quoi. Lui, c'est pareil, il arrive, on essaie de lui parler de l'islamisme, mais en fait, bon, bah, c'est pas du tout le même discours que Le Pen et c'est un discours, on va en parler, qui est humaniste et tout ça, mais il arrive comme ça et il démontre leurs arguments, il montre qu'ils sont totalement eux-mêmes dans l'agressivité et dans quelque chose qui paraît beaucoup plus idéologique, même si tout le monde est idéologique, et donc du coup, je pense qu'ils gagnent des points. Benoît Coquart le dit aussi bien, le peuple n'aime pas les abrutis et les gens qui singent la vulgarité pour faire populaire. Jean-Marie Le Pen avait aussi ce caractère de faire des grandes phrases, d'utiliser des mots, de langue soutenue, etc. C'était quelque chose qui plaisait aux gens populaires parce qu'on n'avait pas l'impression qu'ils avaient un représentant qui incarne la vulgarité, la bêtise, etc., qui était condescendant de classe, tu vois. Il y avait un débat très intéressant pendant les européennes de 93-94, je sais plus, où tu avais Bernard Tapie qui affrontait Jean-Marie Le Pen. Et tu voyais vraiment que c'était Bernard Tapie, qui vient d'un milieu populaire d'ailleurs, mais tu vois, qui apparaissait pour beaucoup comme vulgaire. L'exemple même de la vulgarité, en plus, nouveau riche, qui parle. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Bernard Tapie. Jusqu'à son décès, il a dit que Mélenchon avait sauvé la gauche, donc il n'y a pas de souci. Mais tu vois, il y avait cette image-là, et je pense instrumentalisée par le PS et les sournoiseries du PS de « Ah, vas-y, Bernard, toi, tu vas pouvoir attaquer Le Pen, c'est des prolos qui votent pour lui, joue aux prolos, etc. » Et ben, c'est une bêtise de penser comme ça. Les gens du peuple aiment les gens qui savent parler, qui savent s'exprimer, qui n'ont pas besoin de vulgarité pour pouvoir parler au peuple, qui n'ont pas cette condescendance-là. Et Jean-Marie Le Pen avait ça. Et Mélenchon fait ça. Mais Mélenchon, dès qu'il parle, il met de la culture, il met de l'emphase, il met des longs développements. Et beaucoup de gens populaires adorent ça parce qu'ils se disent on ne nous prend pas pour des imbéciles, on met les sujets à notre portée et non pas à notre hauteur, tu vois, dans le sens on les réduit pas, quoi. Voilà. Les armes intellectuelles, pardon de le dire de cette façon, et j'espère que pas qu'elle le prendra bien, mais je veux dire que ça paraît évident en fait. Ça paraît évident que ces gens-là n'ont pas assez travaillé, en effet, et qu'ils n'ont pas les armes culturelles et le background historique pour entrer dans une joute verbale contre Jean-Luc Mélenchon, qui va les mettre en difficulté. J'ai l'impression que tu sais, Jean-Luc Mélenchon, c'est Nadal 2010 à Roland-Garros. C'est genre, ils ont pas les armes en fait, ils peuvent rien faire. Mais c'est aussi, tu vois, significatif des transformations de l'appareil de production. Je sais pas quel âge elle a, Thévenot, mais peut-être qu'elle a mon âge, peut-être elle est même plus jeune d'ailleurs. Quoi, 35-40 ans? Ouais, ça se trouve, elle est plus jeune que moi, tu vois. Donc il y a presque 2 générations d'écart entre Mélenchon et elle. Les deux sont des cadres, en fait, de la société. Mais Mélenchon vient d'une époque où, quand tu es diplômé universitaire cadre à son époque, tu étais une élite de 15-20% de la population. C'était pas un système de masse, quoi. Et donc, tu avais une forme de rapport à la société, justement, où tu avais besoin d'érudition, tu avais besoin de travailler, tu avais besoin de démontrer, en fait, cette élite, surtout quand tu étais de gauche, tu vois. Là, aujourd'hui, Thévenot a fait partie de tous ces cadres macronistes qui sont une masse un peu prolétarisée, tu vois, du monde productif, qui arrive là avec des diplômes de plus en plus massifs, délivrés par des écoles de commerce privées, où l'incarnation culturelle quotidienne, le fait de prouver que tu es une élite, etc., est beaucoup moins nécessaire, beaucoup plus arbitraire. Et effectivement, quand c'est 2 générations de gens, de cadres en fait qui sont soi-disant dans la même position, en fait t'en as un, c'est vraiment moyennisé, massifié, Prisca Thévenot rencontre Mélenchon, tu te rends compte qu'en fait la société a changé et que elle c'est justement une simple exécutante de l'appareil de production technocratisé, tertiarisé, là où Mélenchon vient d'une société où être prof élite à cette époque-là était quand même beaucoup plus important en termes culturels et en termes d'armes intellectuelles. Avec des références historiques et religieuses, pourquoi pas, et que ces gens-là ne travaillent pas à leur sujet. Et voilà pourquoi on n'est pas rentré dans le fond du sujet. Ils n'en ont pas besoin, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est que pour être à leur place, ils n'en ont pas besoin. Là où à l'époque, les gens pour être à la place de Mélenchon en avaient besoin. Ouais, et puis on a déjà parlé, pour monter dans le Parti Socialiste des années 70-80, qui a un gros appareil, il faut quand même avoir un certain niveau. Ça n'a rien à voir avec les gens qui ont rejoint Macron. C'est les traites de droite et de gauche, et aussi des gens dits de la société civile, c'est-à-dire des espèces de cadres qui ont arrivé, qui ont dit « Ah ben moi je veux bien être candidat je sais pas où », qui ont pris une place un peu par culot presque, de se dire « Ah ben je peux être député ».
Et ils n'ont pas du tout le même niveau qu'un cadre du Parti socialiste des années 70 ou du PCF des années 70, tu vois, où il fallait batailler dans un appareil où tu avais des centaines de milliers de personnes. Enfin, ça n'a strictement rien à voir, tu vois, comme bataille à l'intérieur d'une structure. Et c'est pour ça que lui, il arrive, c'est le patron, tu vois, genre, il n'est pas impressionné par Prisca Thévenot, tu vois. Alors que Prisca Thévenot, quand elle pose sa question, elle dit déjà je sais que vous allez me répondre. Elle est déjà, c'est mort quand tu dis ça. Elle est défaitiste. Elle est défaitiste, tu vois. Je sais que j'ai perdu le combat, mais je vais peut-être tenir un round, tu vois. Oui, okay. Tu sais, moi, il y avait des gars, c'est une question d'intimidation, tu vois. C'est Michael Landreau face à Ronaldinho. Tu te rappelles de ce penalty? Il se met complètement d'un côté pour dire à Ronaldinho, je sais que tu vas tirer là, donc je me mets déjà là. Et donc, en fait, c'est psychologique. Il se dit, bah ouais, ça va le déstabiliser. Et il a eu raison. L'autre s'est dit, ah merde, il a prévu ce que je vais faire, donc je vais changer. Alors qu'en fait, il aurait tiré dans l'angle ouvert, c'était réglé. Mais Ronaldinho se fait avoir parce que Michael Landreau est plus malin. Il essaye de faire croire, voilà, et en fait, il tire au même endroit. Landreau l'arrête. Mais Mélenchon est beaucoup plus intelligent que ça. Il dit, ah bon, tu veux te mettre là en faisant croire que je vais tirer de l'autre côté? Bah, je vais tirer de l'autre côté, tu vois, j'ai même pas à me réfléchir. La politique en France et une audition très attendue, celle de Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France insoumise a été auditionné par les députés de la commission d'enquête sur les liens supposés entre les mouvements politiques et les réseaux islamistes. Bon. Mais en vrai, aussi, ils disent oui, ils n'ont pas eu les armes, machin. Mais c'est aussi le format qui est vraiment favorable à Mélenchon, tu vois. Et même quand tu vois le format, c'est même favorable à n'importe qui. Tu as vraiment le temps de parler. Si tu es un petit peu formé au fait de faire des longs discours et tout, tu peux noyer le poisson comme tu veux, hein. Mélenchon, lui, il a pas que noyé le poisson, il a aussi reposé des bases, tu vois. Mais je vois pas comment tu peux arriver à piéger quelqu'un dans ce format-là, tu vois. C'est pas un format où tu peux lui couper la parole, lui mettre la pression et tout. Enfin, à part si le gars est débile et se découvre lui-même quand il parle. Bah, en fait, le truc, c'est que c'est fait des imbéciles face à ça. Ils en disent trop, ouais, ils disent des conneries. Et puis tu vois, on a vu Marine Tondelier est assez faible, en fait, parce qu'elle essaye de se défendre. Mélenchon, il est arrivé, il a pas dit. Il sait ce que c'est la conflictualité. Tu viens pas pour répondre à ton adversaire. Quand tu es réactif dans tout combat, tu es mort. Et si tu dis, moi, j'attends de voir ce que fait mon adversaire et je réagis, tu es mort. Mélenchon, il vient avec son football. Tu vois, il dit, ok, toi, tu viens avec ton football tiki-taka ou tu viens avec ton football défensif. Moi, j'ai ma vision du jeu et on va s'affronter comme ça. Et moi, à chaque fois que tu vas essayer de faire une action, moi, je vais essayer de déployer mon jeu dès que je vais récupérer la main. Je ne vais pas détruire l'adversaire. Et c'est pour ça que les grands footballeurs ou les grands sportifs, c'est des gens qui sont toujours protagonistes dans le jeu. Et Mélenchon, c'est ça il est protagoniste. Ça veut dire que quand vous allez être face à lui, à la fin, c'est lui qui va guider. Bah, t'as vu comment il est arrivé. Il a dit moi je comprends pas pourquoi je suis là, peut-être parce que c'est vrai que j'ai une expérience sur la laïcité, donc déjà il a fait genre je comprends pas ce que je fais là, peut-être que vous avez besoin d'avoir un cours sur la laïcité, et il a déroulé et les mecs ont pas trop osé parce qu'en plus ils sont dans une truc, tu sais, ils sont agressifs mais ils savent très bien que ce qu'ils font c'est de la diffamation, donc ils peuvent pas vraiment dire bah non mais vous êtes là parce que vous êtes des islamistes, parce que c'est faux en réalité, tu vois. En fait il a vraiment inversé le truc, il arrivait comme accusé et en fait il a dit je comprends pas pourquoi je suis là, c'est parce que vous avez besoin d'un vieux sage, et il a fait le vieux sage et il leur a fait un cours et il s'est cassé, les mecs ils ont rien pu faire, tu vois. Mais il a fait justement ça parce que déjà il sait qu'il est dans une commission parlementaire, il sait mieux que tout le monde ce que c'est. Je pense que tu vois des gens savent pas très bien, mais c'est pas une commission d'enquête, c'est pas un truc de police, c'est vraiment une question d'information, voilà. Donc il se dit en face on a des gens qui ont un récit, le récit de l'entrisme islamiste dans les partis politiques ou dans les associations et spécifiquement dans l'AFI. Voilà. Il dit il y a des gens qui ont ce récit. Ça sert à rien de le débunker. Il dit, mais en fait, moi, je vais faire le récit, je vais venir et je vais faire le récit, en fait, de l'histoire longue de notre mouvement, la France Insoumise, qui est un mouvement justement d'humanisme, de laïcité, de concorde, de négation de la guerre civile, etc. Et je vais l'inscrire même dans un mouvement français qui montre qu'en fait, tout ça, c'est assez ridicule. Voilà. Et donc, il arrive, il dit, vous avez un récit, je vais contrer un récit. Et donc là, on sort du rapport qui était créé justement de vous êtes accusé, vous allez répondre. En plus, il a fait répondre d'autres gars. Il a dit, moi, je réponds pas. Par contre, le préfet de je sais pas quoi a dit que, de toute façon, il y avait aucun parti n'était mis en cause. Vos propres rapports disent ça. Donc, il dit, moi, c'est pas mon problème. Moi, c'est vous-même, dans vos propres rapports, vous dites qu'il n'y a pas de souci. Donc, il n'y a pas de souci, quoi. C'est ça. Et donc, il arrive, il dit, je vais faire de la politique, on va faire un récit. Et c'est comme ça que Mélenchon a progressé depuis 20 ans. Il n'est pas là en mode, comme beaucoup de gens à gauche, on va répondre à l'extrême droite ou à la droite, etc. Il dit, on va imposer. Comme Léon Desfontaines.
Et voilà, prouvé par A plus B. En fait, c'est un récit. Et les gens en politique, ils ont besoin de ce récit-là. C'est ça qui les bouge. C'est ça qui adhère à leur vision du monde. C'est leur conscience à qui on s'adresse. Et leur conscience, comme le répète Mélenchon, mais comme nous le répondons, c'est des affects et de la rationalité. C'est de la projection. C'est pour ça que nous, on insiste sur le programme de l'AFI. C'est quand on dit, c'est comme ça qu'ils vont gagner. Faites un récit général de c'est quoi cet autre monde meilleur possible. Voilà. Ne vous contentez pas d'aligner des séries de mesures, de dire oui, on va pas déstabiliser l'économie quand le MEDEF vous dit si. Voilà. Faites un récit général de comment la vie sera meilleure demain avec des transformations globales. Voilà. Et c'est ce récit-là qui fera gagner Mélenchon. Si Mélenchon et ses équipes s'abaissent à vouloir prouver rationnellement, par addition de mesures, par addition de petits faits, qu'ils ont raison, et ben là, ils vont se mettre dans une position réactive, de répondant, comme on a dit, en essayant de dire on va survivre au récit, au jeu, au football de l'adversaire, et là, ils perdront. Bonsoir Antoine Comte, éditorialiste politique pour France Info TV. Une commission lancée par les Républicains et un moment jubilatoire pour Jean-Luc Mélenchon. Oui, il voulait l'enfoncer, mais ils l'ont sans doute renforcé lors de son audition cet après-midi devant la commission d'enquête parlementaire visant à statuer sur les liens supposés entre les partis politiques et l'islamisme en France. Le leader insoumis a fait ce qu'il sait faire de mieux, à savoir mettre son côté tribun, sa rhétorique et sa connaissance de l'histoire. C'est un érudit, Jean-Luc Mélenchon, au service de sa prestation du jour. C'est marrant parce qu'il parle d'érudition, mais en fait, moi, je trouve vraiment que la force de Mélenchon, au-delà de son érudition, c'est que aussi il est convaincant parce qu'il a une ligne, parce qu'il est convaincu. Et moi, j'ai envie de différencier. Tu vois, ils disent il voulait l'enfoncer, il l'a renforcé. C'est vrai. Mais je pense que la différence avec un Glucksmann, par exemple, c'est que Glucksmann, c'est une coquille vide. Et tout le monde le voit. Tu vois qu'il défend des idées, mais il pourrait en défendre d'autres. Glucksmann, il pourrait être de centre droit, de centre gauche. Et du coup, en fait, c'est pas convaincant. Et Mélenchon, en fait, il paraît convaincant parce que je pense qu'il est convaincu. Tu vois, je pense qu'il a une ligne, il a un combat d'une vie. Tu vois, Mélenchon, il le dit souvent, mais Mélenchon, il est vieux, il pourrait être à la retraite. Ce qui fait, ça lui vaut, je veux dire, un jour, peut-être que, j'espère pas, tu vois, mais Mélenchon, il peut se faire assassiner. Je veux dire, Mélenchon, c'est quelqu'un qui met toute sa personne dans un combat politique pour une ligne politique, et donc il est convaincu, et donc c'est un vrai combat. Et donc, du coup, il est convaincant, parce que quand il te propose son combat, c'est un vrai combat. Une stratégie en 2 temps. D'abord, se baser d'entrée de jeu sur les auditions de responsables des services de renseignement français qui, selon Jean-Luc Mélenchon, je cite, innocent de sa formation politique et cette possible connivence entre LFI et les réseaux islamistes. Et ça, c'est pas normal. Moi, je trouve pas ça normal qu'un journaliste dise Mélenchon se base sur les chefs du service de renseignement qui, selon lui, innocentent LFI. Il est journaliste, c'est à lui d'aller vérifier. Enfin, c'est pas normal qu'ils sèment le doute tout le temps, ils sont toujours dans du conditionnel, un peu bizarre et tout. Selon Mélenchon, les gars auraient dit que va vérifier, t'es journaliste, t'es payé pour ça, frérot. C'est trop bizarre quand même. Mais eux, c'est plus des journalistes, tu vois, c'est des commentateurs. C'est ce que nous on fait en fait. On se renseigne un peu plus. Effectivement, même nous, on travaille plus le sujet. On a moins ce truc de voilà, mais en vrai, je pense qu'on est nous-mêmes une forme de CNews de gauche, tu vois. Enfin, et je le dis, pour nous, c'est pas honteux, c'est pour eux que c'est honteux. Ils ont une carte de presse et tout, et ils font jamais d'investigation, jamais de recherche, alors qu'ils sont payés à temps plein. Nous, on fait ça de manière militante entre nos travaux, sur nos pauses, sur nos soirées. Honte à eux, quoi. Et puis, deuxième temps de cette stratégie, rappeler son opposition à tout entrisme religieux et sa reconnaissance de l'existence d'une menace islamiste en France. Ce sont ces termes. Le probable futur candidat à la présidentielle de 2027 est en fait... Le probable futur président, il faut qu'il soit précis. C'est intéressant en fait, parce que ce qu'il dit, il dit oui, il y a des gens qui sont islamistes, c'est normal, c'est leur agenda politique de faire avancer l'islam dans toutes les sociétés, et même les sociétés européennes. Mais à la fin, est-ce que c'est aussi important que ça? Bah non, c'est ça qu'il a réussi à faire et c'est ça que doivent faire les militants de gauche. On l'a déjà dit plein de fois dans plein de capsules. La réalité est un combat politique. Le réel, voilà. Le constat des choses. Quand vous faites le même constat que vos adversaires, vous êtes d'accord avec vos adversaires et vous allez peu ou prou arriver aux mêmes solutions. Quand la gauche a commencé à dire il y a un problème d'immigration, et Jean-Marie Le Pen a raison, il y a un problème d'insécurité et Jean-Marie Le Pen a raison, elle a commencé
forcément à dire en fait on n'a pas les mêmes solutions et puis peu ou prou elles sont ramenées aux mêmes solutions, fermer les frontières, contrôler les gens, faire des centres de rétention administrative, etc. Voilà, la bataille politique c'est de dire mais non en fait la réalité des médias, nous on fait ça avec le graphique et justement tout ce qu'on a essayé de faire c'est de dire mais arrêtez de croire que le RN va vous rouler dessus. Non, en fait, vous êtes en train progressivement de gagner. La gauche de rupture est en train de prendre l'ascendant. Les gens racisés, féminisés, ce sujet collectif révolutionnaire, c'est-à-dire classe intermédiaire, beaucoup plus genré au féminin, beaucoup plus racisé, beaucoup plus musulman, est en train de prendre l'ascendant dans la société. C'est une bonne chose. Il est en train de transformer la société. Et la réaction n'est que l'écume de ça. J'ai entendu Chris dire c'est bien que les musulmans prennent l'ascendant dans la société, mais après, il est pas Ouais. gauchiste. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà, que cette liberté de conscience puisse exister. D'ailleurs, on reviendra sur ce qu'est la laïcité et tout. Mais voilà, cette façon dont on pense justement quelque chose de moins traditionnel et tout. Et inverser le truc, c'est de dire ce n'est pas l'extrême droite qui est la vague et nous qui sommes l'écume, c'est l'inverse. Et c'est ça la réaction. Nous sommes la vague et eux sont l'écume. Et effectivement, des fois, l'écume se voit beaucoup plus que la lame de fond, mais ce n'est pas la vraie dynamique. L'écume n'est qu'un effet de la dynamique. Et ben la réaction, c'est ça. Et nous, à chaque fois qu'on fait ça, et c'est pour ça qu'on donne des chiffres, qu'on donne des appuis, qu'on donne des argumentations, le progressisme est la vague. Et l'extrême droite ou la droite n'est que la réaction. On parle de Mélenchon, sa grandeur, etc. Mais nous, on va faire du travail marxiste. Si Mélenchon vous a tant plu, c'est pas parce que c'est Mélenchon. C'est qu'il a transmis une vision du monde que vous avez en vous. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre, ça n'aurait pas été fait avec le même style, tu vois, le style c'est important. Mais le fond du fond qui vous a accroché, vous les gens de gauche, voire même des gens de droite, on en reparlera après, ou des gens du centre, c'est il vous a donné une vision du monde. Et ça, c'est fondamental. Il y a une vision du monde où demain, la guerre civile, la violence, la pénurie, la hiérarchisation des gens n'est pas obligatoire, n'est pas nécessaire et obligé. Et ben, il y a même des gens de droite qui se sont dit ah, je m'étais résolu à me dire qu'on ne pouvait pas faire autrement. Bah, peut-être qu'en fait, demain pourrait être adieu, quoi. Et ben, c'est ça que Mélenchon a fait dans cette commission. Est en fait réapparu finalement comme le laïcard convaincu qu'il était jadis au Parti socialiste, notamment sur la question du port du voile. Écoutez. C'est l'État qui est laïque en France, c'est pas la rue. Et les adultes s'habillent comme ils l'entendent, sauf si leur tenue venait à choquer quoi par leur nudité. C'est pas le cas. Sinon, pour le reste, le seul habit qui soit interdit, c'est la burqa. Eh bien, depuis... Je comprends pas, ils disent il est revenu comme le laïcard qui était au Parti Socialiste, pas du tout, tu vois. Enfin, genre, en fait, il croit quoi? Il croit que d'habitude, dans la France Insoumise, Mélenchon, il dit qu'il faut voler tout le monde, tu vois. Enfin, les mecs, en fait, je pense qu'ils sont tellement habitués à être dans un circuit fermé où ils entendent leur avis entre eux sur Mélenchon et pas l'avis de Mélenchon réel, que du coup... ils sont en train de découvrir ce que dit réellement Mélenchon. Tu vois. Et je pense que du coup, ça leur crée une faiblesse parce qu'ils se battent contre un avatar, si tu veux, contre quelque chose qui n'est pas la réalité. Mélenchon, ça a toujours été le cas depuis 7-8 ans, dit voilà, les gens devraient pouvoir s'habiller comme ils le veulent, qu'ils se voilent ou non. Tu vois. Il n'a jamais été pour le port du voile ou contre le port du voile depuis 7 ou 8 ans. Alors qu'avant, il était plutôt contre le port du voile. C'est ça qui a évolué. Aujourd'hui, là, pendant la commission d'enquête, il n'est pas redevenu contre le port du voile. C'est pas du tout ce qui s'est passé, donc je sais pas pourquoi ils disent qu'il est revenu comme le laïcard qui était au Parti Socialiste. Hein. Mélenchon est fidèle à 1905. C'est important qu'on le précise ça. En plus, on fête les 120 ans là, des lois de 1905. Les lois de 1905 ne sont pas des lois sur la croyance religieuse ou l'opinion religieuse. Et encore moins des lois sur la pratique religieuse. Ce sont des lois qui mettent fin à une alliance politique sur l'ordre de la société qui s'appelait le Concordat, né avec Napoléon, 1804, et qui était une forme d'alliance objective entre deux pouvoirs temporels, le pouvoir ecclésiastique, vous savez que dans l'Église, il y a un pouvoir séculier, régulier et séculier, un pouvoir temporel, ce qu'il n'y a pas dans d'autres religions, hein, notamment l'islam. Voilà, il y a un pouvoir temporel, le Vatican, le pape, etc., et le pouvoir temporel de la France, et qui avait une alliance de fond sur toute une partie de la société, notamment sur l'école. Il y avait une alliance objective de deux pouvoirs. La séparation des églises et de l'État, c'est une loi politique. C'est de dire, en France, désormais, il n'y a plus que la France qui a du pouvoir et qui doit justement gérer les enfants de la nation française et l'Église n'a pas à interférer là-dedans. Voilà. Ça, ce sont les lois de 1905, ce sont des lois profondément politiques, d'ordre politique. Ça n'a jamais été des lois de religion. D'ailleurs, les gens qui étaient extrêmement fidèles à la doctrine catholique du Christ, etc., il y avait des associations comme le Sillon de Marc Sangnier, etc., qui étaient des gens catholiques extrêmement pratiquants, qui étaient pour les lois de 1905. Parce qu'ils considéraient que l'alliance
politique de l'Église était une forme de dévoiement du message du Christ et du message spirituel. Voilà, de dire, puisqu'elle a des intérêts politiques présents, elle ne peut pas être fidèle au message spirituel et temporel. Et ouais, c'est la fin du concordat. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a encore le concordat en Alsace-Lorraine, parce que quand on a fait les lois de 1905, à l'époque, l'Alsace-Lorraine était en Allemagne, dans l'Empire allemand, et donc elles n'ont pas bénéficié de ça, et quand elles ont été rattachées, on a gardé le concordat. Voilà. Concordat qui ressemble bien plus à ce que font les pays, par exemple, du Maghreb. Le rapport de l'Algérie avec la religion, qui est une religion d'État, l'islam, est un rapport quasiment de concordat. C'est aussi une façon de museler, tu vois, les religieux, en fait. C'est de les rappeler qu'ils sont contrôlés par l'État, etc. Ça n'a rien à voir avec de l'islamisme. Hein. C'est pas la même chose que des régimes théocratiques ou islamistes. Voilà. Donc ça, c'est très, très important de le comprendre. Et là, Mélenchon est fidèle à 1905. Il dit c'est l'État, en fait. Les gens d'État ne doivent pas être religieux, ne doivent pas montrer de choses de religieux parce qu'il y a cette séparation-là. Et là, il est fidèle à Jaurès. Jaurès qui, lui, était un anticlérical. Et comprenez bien ce que ça veut dire anticlérical. Ça veut dire être contre le clergé. Aujourd'hui, on confond anticlérical, athée, anti-religieux. Non, le cléricalisme, c'est une forme de pouvoir politique temporel. C'est le clergé. L'anticléricalisme, c'est ça. Des gens essaient de me dire mais non, mais en fait, quand vous dites ça, l'anticléricalisme forcené, regardez, Jaurès, il était contre parce qu'il ne voulait pas d'école privée. Oui, la subsistance d'école privée est encore une forme de... Moi, je suis contre, hein, voilà, pour moi, parce que c'est encore une forme de pouvoir de l'Église sur les enfants de la nation. Moi, je suis pour qu'il y ait des écoles privées hors contrat, tu vois, juives, islamiques, catholiques, hors contrat. Tu sais, comme il y a des écoles Montessori hors contrat, vous payez vous-même vos profs. C'est ce qu'on oublie de dire aujourd'hui, et c'est pour ça que pour moi, c'est encore un truc qu'on devrait, là je suis de gauche là-dessus, qu'on devrait attaquer dans la laïcité, c'est de dire il y a des écoles privées, et les écoles privées catholiques, beaucoup, les profs sont payés par l'État. Ils ne devraient pas être payés par l'État. Voilà, vous allez dans une école privée, ils trouvent leurs ressources, vous payez au par mois, il y a les diocèses qui payent, etc. Mais les profs doivent être payés à 100% par l'école privée. Voilà. Et ça, c'est la doctrine de Jaurès pour vraiment séparer tous les pouvoirs. On n'est pas allé jusqu'au bout. Voilà. Mais jamais Jaurès ne s'est inscrit dans un athéisme forcené, dans un contrôle des opinions, dans un contrôle des religions. Et c'est là où c'est hallucinant, c'est que jamais l'islam aujourd'hui en France, l'islamisme politique, n'a eu ce genre de prérogatives qu'ont eu les églises catholiques, chrétiennes dans ce pays. Jamais ils n'ont eu de pouvoir, jamais il n'y a eu de concordat avec l'islam. Je rappelle une chose fondamentale, hein. Quand on a fait 1905, ça ne s'est appliqué qu'en région métropolitaine, Padu. Tu sais pourquoi ? Parce que justement, on considérait que la métropole blanche était assez mûre pour la liberté d'opinion et qu'on n'avait plus besoin de la religion. Les bourgeois considéraient qu'on n'avait plus besoin de la religion pour les dresser et les mater. Mais par contre, dans les contrées coloniales indigènes, il fallait encore un concordat pour pouvoir avoir des imams et des religieux qu'on tient, que l'État national tient et qui sont des relais justement du pouvoir avec la religion pour mater les masses. Le fait de ne pas avoir mis 1905 dans les colonies est déjà une forme de surcolonialité et de différentialisme. Ça, c'est très intéressant. Et aujourd'hui, on a effectivement des gens qui essayent de confondre ces lois profondément politiques, anticléricales mais non athées, qui ont été défendues par des catholiques, des gens très religieux, notamment pour la liberté d'opinion, avec justement l'opinion unique de l'athéisme et la disparition des religions. C'est faux et archi faux. Honneur à Mélenchon d'être le plus fidèle à 1905. Il l'a toujours été. Loi qui permettent une liberté de culte, d'opinion totale dans ce pays, contre les athées forcenés, contre les catholiques forcenés, contre les judaïques ou islamiques forcenés, et etc. Voilà. Bon, au final, on va s'arrêter là et on va vous faire la capsule sur la matrice idéologique de la France insoumise que rappelle Mélenchon dans la commission dans une autre capsule. Parce que on se dit que c'est peut-être pas plus mal d'avoir deux capsules différentes, parce que c'est quand même d'un côté les réactions des droitards et puis de l'autre côté vraiment Mélenchon qui parle. Ça fait déjà une capsule longue et sinon les gens vont peut-être pas aller jusqu'à cet endroit-là, alors que c'est peut-être l'endroit qui va être le plus intéressant idéologiquement et notamment pour les 2 prochaines années. Donc c'est quand même pas mal d'en faire une capsule propre. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater cette future capsule, à aussi donner sur le Tipeee pour nous aider. N'hésitez pas aussi à vous abonner à tous nos comptes, à Position Revue, à Dr Zoé, au Twitter, au YouTube. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut.